Avant de commencer la vidéo, je vais faire un placement de produit pour le site Yaga. Un ami a créé ce site, c'est un site de vente de vêtements en ligne streetwear. La première collection est inspirée sur le Japon et les prochaines collections seront inspirées sur d'autres pays. Les collections seront unisexes et il y aura plusieurs motifs et plusieurs tailles. Le lien est dans la description. Le code promo que je vais vous donner, qui sera marqué ici et qui est Anto15, vous donnera 15% de réduction sur tous les produits de ce site. Allez, je vous dis bon visionnage pour cette vidéo et passez de bonnes fêtes de fin d'année. 2010 part en laissant 2020. Pour fêter ce passage, avec un ami youtubeur, nous allons parler de chacun 5 films, 5 séries et 5 jeux vidéo qui nous ont le plus marqué durant cette dernière décennie. Du coup, cela ferait un top 10 des jeux vidéo, films et séries qui nous ont le plus marqué durant cette dernière décennie. Allez, je vais laisser la parole à Zenokai. Vas-y. Et salut, moi c'est Zedokai et aujourd'hui avec Phoenix je vais tout simplement vous présenter mon top 5 de jeux et séries et films de l'année. Alors, pas que de l'année, de ces 9 dernières années, parce que voilà, 2010 c'était pas l'année dernière, moi que tu es dormi dans une grotte pendant toute ta vie. Mais voilà, donc je vais vous en parler et puis voilà quoi, tout simplement. Nous allons commencer par les films. En 5e position, nous avons Insaisissable, un film avec des magiciens dans notre monde. Pas comme à Harry Potter, c'est juste des maîtres de l'illusion. Et ce film est vraiment bien fait parce qu'il nous montre les tours, comment on fait pour les réaliser et j'en passe. Quand j'étais petit, j'avais 12 ans à la sortie du film, j'avais envie de faire ces tours de magie. Mais vraiment, j'avais vraiment envie de les réaliser dans la vraie vie. Du coup, j'ai acheté une boîte, enfin, on m'a offert plutôt une boîte de magie. Voilà. 4e place, Zoroark, le maître des illusions. Je suis un fan des premiers films Pokémon, le dernier pour moi étant Zoroark. Pourquoi ? Tout simplement parce que Zoroark était juste parfait quasiment dans le sens où il réussissait à réunir le côté adulte et enfantin de Pokémon. Par exemple, il y avait la scène de fin qui était juste magique, mais la scène de départ aussi, qui était triste, qui était lourde. Mais après, c'était du Pokémon, donc voilà, ça restait enfantin. Voilà, c'était pour moi, ce film est très important et c'est le dernier film Pokémon qui m'a vraiment marqué. Sachant que les autres m'ont beaucoup marqué. En 3e place, nous avons les 2 derniers Avengers, Infinity War et Endgame. Pourquoi ensemble ? Parce qu'à la base, Endgame devait s'appeler Infinity War 2, et en fait, Endgame c'est clairement Infinity War 2, enfin je veux dire c'est clairement une suite. Ce film a mis fin à un arc qui a été commencé en 2009, si je ne dis pas de bêtises, par Iron Man. Il s'est terminé par la mort d'Iron Man. Et c'était beau comment ils ont réalisé ça. Ensuite, le fait de voir que pour une fois, le méchant gagne, ça fait plaisir. Ça montre que malgré le fait que ce soit des êtres surpuissants, genre un dieu, un homme araignée, un magicien, un homme de fer, et j'en passe, ils sont capables de perdre. L'erreur est humaine. Enfin, on n'est pas obligé pour être un super-héros d'être parfait. Et ça, le MCU l'a compris. Bon, après ils ont gagné, ils ont niqué Thanos comme si c'était pas légal, quoi. Mais c'était beau. Surtout l'affrontement des 3 premiers Avengers, Thor, Captain America et Iron Man, qui vont défoncer Thanos. Mais c'est Thanos qui les vainc. C'était beau, cette scène. C'était vraiment les 3 piliers d'Avengers. Il n'en reste plus que 1. En 2e place, Dernier train pour Busan. C'est un petit film d'horreur avec des zombies, mais original. C'est pas « on va vous manger le cerveau ». Non, c'est plus intelligent dans le sens... cette fois-ci, il y a de vrais enjeux. C'est mieux expliqué. La tension, elle monte. Elle est horrible. Ça commence dès le début. On sent qu'il y a un truc pas normal avec la scène de la biche qui se relève. Et la fin. Putain, la fin. Il y a une personne du film qu'on a envie de voir mourir. Croyez-moi. Et
Ce film va vous tenir la tension à un point légendaire. Et enfin, en première place, Détective Pikachu. Ce film, pour moi, c'est pas le meilleur film, mais il m'a beaucoup marqué. C'est le film qui m'a le plus marqué, parce que si vous êtes sur ma chaîne, vous devez savoir que je suis fan de Pokémon. Pikachu étant un Pokémon. Le film étant très bien réalisé, fait, on va dire, par amour pour l'œuvre et pour l'argent, mais ça, c'est une autre histoire. Je veux dire, tout est fait pour l'argent. Mais là, il y a des petites scènes, par exemple, entendre Pikachu dire non d'Arceus, entendre les références par rapport au crâne de la mère d'Osley. Enfin, des petits trucs comme ça qui font plaisir. Et surtout, ce film prouve qu'on est capable de faire de bonnes adaptations de jeux vidéo en film. Il ne faut pas apprendre de ses réussites, il faut apprendre de ses erreurs, de ses échecs. Et ça, ce film l'a compris. Il a appris les échecs de la plupart des films qui sont inspirés de jeux vidéo pour nous en faire un bon. Mention honorable pour L'élève du Cobu, un bon petit film français, sympathique, tiré d'une bande dessinée, voilà, amusant, enfin, c'est les profs en mieux, j'ai envie de dire. Aussi pour Harry Potter partie 2, je suis un fan d'Harry Potter, et voilà, ça fait plaisir, en plus, Relique de la mort partie 2 était juste génial. Encore une fois, voir un personnage principal mourir, enfin, voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Et enfin, Coco. Coco qui est un petit film Disney sur le deuil. Oui, sur la mort. Et c'est un sujet très difficile à aborder pour un Disney, surtout pour les enfants. Et c'est très bien mené. Le film est très bien mené, très bien écrit. Donc, il fallait que j'en parle. Maintenant, je laisse la parole à Zenokai qui va nous parler de ces 5 films qui l'ont le plus marqué de cette décennie. Alors pour mes films, moi dans mon cas c'est Transformers 3 Dark of the Moon. Ce qu'il faut savoir c'est que le Bayverse, il est juste pourri. Ouais, vraiment, de Michael Bay sont pourris en ce qui concerne les Transformers. Mais Dark of the Moon m'a réconcilié avec la saga. Et pourtant j'ai pas adhéré aux deux qu'on suivi. Mais rien que pour Dark of the Moon déjà, je trouve que la saga vaut quand même le coup pour certains trucs. Malgré Shockwave qui était plus que sous-exploité. Ça, déjà, c'est le premier point, c'est ce qui fait que Dark of the Moon est pour moi un film qui m'a marqué. C'est un film Transformers d'un réalisateur que je n'aime pas, que j'ai apprécié. Ensuite, en quatrième position, il y a Dark Knight Rises. Alors, Dark Knight Rises, c'est un film que j'ai trouvé marquant dans le sens, contrairement aux deux autres Batman, de Christopher Nolan, on ne place pas Batman sur un piédestal. Ce Batman-là est faible, ce Batman-là est vieux, ce Batman-là a perdu. Et c'est quelque chose que même déjà dans les comics on voit très peu, mais genre vraiment très peu. Ici non, on l'a. Enfin, bref, c'est vraiment quelque chose de bien fait. Et je trouve que pour le coup ce film là mérite d'être numéro 4 dans un classement. Ensuite il y a Venom. Alors Venom c'est un film qui est pareil, qui est assez récent, qui a été très critiqué, très apprécié, et moi je suis un peu mitigé. Mais dans mon cas, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué dans ce film, c'est qu'on arrive à faire un Venom sans Spider-Man. Venom à la base c'est quoi? C'est l'antéchrist de Spider-Man, c'est celui qui se dit Spider-Man, je veux le tuer, je veux me venger. Et là, ici, non, on a un Venom qui vit très bien sans Spider-Man, un Venom qui arrive à devenir un anti-héros, qui est un très bon anti-héros. Vraiment, ce film en fait a mieux fait que la plupart des films qui essaient d'avoir, que la plupart des films qui ont les mêmes ambitions, quoi. C'est un film qui a très bien fait, c'est un film qui m'a marqué, c'est un film que j'ai eu envie d'aller revoir. Et croyez-moi que c'est pas souvent. Donc vraiment, ouais, il mérite d'être troisième. Ensuite, Spider-Man Far From Home. C'est un film qui pour moi, en tant que grand fan des comics Spider-Man, respecte totalement ces comics, mais qui prend aussi beaucoup de liberté, des libertés très bien trouvées. Notamment MJ qui ne s'appelle pas Mary Jane, mais Michelle Jones. Et là ici, c'est très bien amené. La romance avec MJ, très bien amenée. Ned qui faisait un potage dans Homecoming, là ici, il est juste parfait. Nick Fury, la transition avec Nick Fury pour les histoires avec le Shield, nickel également. Pour le MCU, c'est pas des points en termes de transition. Mais là ici, mamma mia, c'est nickel chrome. Ensuite, il y a le Joker, numéro 1, Joker. Joker. Ce type, je vous jure, ce film, Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, c'était juste magnifique.
genre magnifique. Ce film m'a choqué, déçu. Enfin, pas choqué, déçu, hein, au contraire. Il m'a choqué tout court. Mais ce film, je l'ai trouvé magique. Ce film te fait te mettre dans la peau du Joker. Tu deviens le Joker à travers ce film. Et quand on ressort, tu te remets un petit peu en question sur ta santé mentale. Ah ouais, c'est peu dire. Et pour ma part, c'est un film qui, bien qu'il m'ait plus touché, le plus choqué, je ne retournerai pas le voir. Parce que j'ai un peu peur de devenir fou, déjà pour commencer. Et voilà. Ce film est juste magnifique, c'est pas un jeu, c'est un film. On se calme. Oui, ce film est juste magnifique. Et d'ailleurs, je vous le recommande pas mal. Et si vous faites attention, je tiens à le préciser, moi je fais attention à pas spoiler les films. Parce que s'il y a bien un truc que j'aurais détesté, c'est qu'on spoil chacun d'entre eux. Voilà. Donc je les ai pas spoil, j'ai juste dit pourquoi ils plaisaient. Voilà. Alors en mention générable pour ces films-là, pour les films, je peux noter notamment les films Dragon Ball. Les derniers films Dragon Ball de ces années-là sont, ma foi, très bien réussis. Mais ils m'ont pas plus choqué que ça. C'est triste à dire, mais ils m'ont pas plus choqué que ça. Pourtant, je suis un très grand fan de Dragon Ball. Voilà. Bon, pour ce qui est des classements avec les jeux vidéo, moi, je vais vous laisser avec Phoenix. Les jeux vidéo, c'est un sujet que je connais beaucoup. Le seul problème, c'est que les jeux vidéo, comment dire, je joue plus à des jeux rétro. Voilà. Mais il y a des jeux qui sont sortis dans ces années entre 2010 et 2020 qui m'ont beaucoup marqué. Et en premier lieu, Ghost Trick, c'est un petit jeu de détective fantôme où on est un mort qui doit aider quelqu'un à ne pas mourir. C'est un petit jeu d'enquête, d'énigmes, vraiment sympathique. Avec de l'humour noir et c'est pas pour enfants. Enfin, c'est un jeu sur DS, donc support familial. Nintendo, donc encore support familial, mais il y a une certaine glauquitude dans le jeu, c'est parfois malsain. On rentre quand même chez des gens, enfin, on rentre dans leur intimité, puis le but quand même, on voit la personne mourir, même si c'est censuré, parce que c'est sur DS et j'en passe. Mais le jeu, voilà, il reste quand même excellent. 4ème place, Inazuma Eleven 3. Cette fois-ci, Coupe du Monde 2. Et là, l'équipe Raymond découvre que ce n'est pas la plus puissante. Et c'est bien écrit, ce jeu vidéo était bien, parce que justement, il y avait des références avec le deuxième, j'avais bien aimé, et Foudre Céleste était un vraiment bon jeu, parce que justement, on pouvait jouer les équipes adverses, du coup c'était drôle, parce que avoir Hector Helio dans les cages contre l'équipe d'Hector Helio, les petits géants. Ensuite, c'est tiré d'un dessin animé, mais il y a un voile qui s'enlève par rapport au grand-père de Marc. Il y a Mister D qui apparaît, même si tout le monde sait qui c'est. Et voilà, c'est un bon jeu vidéo qui, je trouve, est une très bonne adaptation du dessin animé. 3ème place, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. J'ai bâché le jeu. Mais quand je dis bâché, je l'ai torché. J'ai bien aimé parce que justement, pour des petits moments entre potes, même tout seul, c'est amusant. Londres en folie, voilà, c'était assez amusant. Puis il faut collectionner tous les costumes et tout. J'ai tellement bûché le jeu que j'ai tampon infini. J'ai même plus besoin de les dépenser, je ne peux plus les dépenser. Et ouais, tous les personnages, c'est dommage, on ne peut pas les débloquer. C'est vraiment, on les a tous de base. Ça, c'est dommage. Mais après, ça reste quand même un bon jeu, un bon classique de la Wii, j'ai envie de dire. Ça a fait du bien à la Wii. 2ème place, Pokémon Soul Silver. Alors, ce jeu est sorti en 2010 en Europe, mais il est sorti en 2010. C'est mon jeu vidéo Pokémon préféré. Officiel, les jeux Pokémon canon. Donc, sans les Pokémon Donjon Mystère et Ranger. Sinon, il serait 3ème, voire 4ème. Mais Soul Silver m'a beaucoup marqué. Parce que déjà, on a les 2 régions. J'y ai joué quand j'étais plus jeune à Pokémon Argent. Donc déjà, nostalgie. J'ai vu 380 Pokémon différents. Enfin, oui, le jeu, je l'ai fumé. C'était à la fin devenu un jambon fumé. Non, vraiment. C'était un bon jeu. En plus, ils ont réussi
malgré le fait que ce soit un remake, a rajouté des quêtes secondaires, même beaucoup. Par exemple, la quête de Groudon, avoir l'un des 3 starters de la 3e génération, avoir intégré en petit easter egg le champion d'arène de Verchamp, donc le 5e si je ne dis pas de bêtises, non le 4e, et de type combat, Mélina si je ne dis pas de bêtises, et Lovik, je crois l'autre. Donc Mélina type combat, qui était la 3e à Voilaroc, ça je m'en rappelle, et le 5e c'était à Verchamp. Et ben ces deux-là étaient dans la région de Sinnoh, et les voir à Kanto et Johto, ça fait plaisir, c'est un joli petit clin d'œil. Et le jeu est rempli de ces clins d'œil. Voilà. Maintenant, première place, c'est du lourd. Professeur Layton et l'appel du spectre, sorti en 2010 en Europe, et Héritage des Aslantes. Appel du spectre m'a fait aimer Professeur Layton. Bien écrit, des enjeux présents, enfin, des énigmes ni trop faciles ni trop compliquées, surtout l'énigme de la porte pour Luc, qui j'ai dû galérer un petit moment. Jusqu'à ce que j'aille aux toilettes et que j'avais la flemme de fermer la DS. Et une fois de plus, une fois de moins de défaites, moi, ça y changeait rien. J'ai gagné. Et plein de trucs comme ça. Ensuite, pourquoi égalité avec Héritage des Aslantes? Tout simplement parce que Héritage des Aslantes, ben, lui m'a marqué parce que justement, c'est la fin de Professeur Layton. Et du coup, ils réussissent à bien emmener la fin de Layton, à nous faire des retournements de situation que personnellement je n'avais pas vu venir, alors que Masque des Miracles, on les voyait venir. Appel du Spectre, on les voyait pas venir non plus. Mais Héritage des Aslantes est marquant. Parfois, je me revois la fin. Vraiment. Ainsi que pour l'Appel du Spectre. Maintenant, les mentions honorables. Pour commencer, Undertale. C'est un petit jeu indépendant qui est devenu colossal, mais moi ce qui m'a marqué, j'ai jamais réussi à finir le jeu à 100%. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est justement les musiques. Les musiques de ce jeu sont juste magnifiques. Toby Fox a géré. Skylanders, la première saison, quand je dis saison, c'était vraiment les débuts de Skylanders. Là, il n'y avait pas le gros côté marketing. C'était bien, c'était amusant, voilà. Et ensuite, Kid Icarus, un jeu où on affronte dans la mythologie grecque avec une histoire et tout, fan d'histoire que je suis. Voilà. Allez, je vais laisser la parole à Zenokai pour qu'il vous dise les 5 jeux vidéo qui l'ont le plus marqué de cette décennie. Et je suis revenu, hein, comme d'hab, et pour les jeux vidéo, moi aussi j'ai mon petit top 5 à faire. En même temps, c'est un peu pour ça que je suis là. Bon, pour les top 5 des jeux vidéo, je vais commencer avec Need for Speed Most Wanted de 2012. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis un vieux de la vieille pour dire Need for Speed, et je suis un gros puriste. Pour moi, Need for Speed Most Wanted, putain, je vais y arriver un jour, c'est celui de 2005 avec la M3 GTR, c'est pas celui de 2012. Mais il faut quand même reconnaître qu'il est très sympa, parce que la direction qui a pris les jeux Need for Speed ces années-là, c'était une plus vers du Gran Turismo, etc. Là, on revient à ce que Need for Speed était à l'origine. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié sur le coup. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué graphiquement, etc. Enfin, vraiment, c'est un jeu, j'y joue encore d'ailleurs. J'y joue encore beaucoup. Je veux dire, qui fait sa gambasse? Bref, rien à lui redire. C'était qu'il est un petit peu trop simple, voire un petit peu trop dur sur certains autres points. Ensuite, en 4ème position, il y a Sonic Colors. Sonic Colors, c'est le meilleur jeu Sonic qui soit pour moi, devant Sonic Generation, que j'ai kiffé sa race également. Sonic Colors, c'est très simple en fait, c'est juste Sonic qui va essayer de choper des petits aliens pour avoir des petits pouvoirs. Mais il faut quand même reconnaître que la scène de fin est quand même sacrément épique. Tous les petits aliens, plus Sonic au milieu, et on défonce le Dr. Kratos. Mais vraiment, ce qui m'a le plus plu dans ce jeu, c'est le retour entre guillemets aux sources de la saga Sonic. C'est pas du passage 3D. On a de la 3D, oui, mais le jeu de plateforme en 2D qu'on retrouvait très vite fait dans certains jeux, clairement, c'est. Non, vraiment, pour moi, ce jeu a redoré le blason des jeux Sonic. Et rien que pour ça, il mérite d'être dans ce classement. Ensuite, en 3ème position, on a un jeu qui est, ma foi, plutôt mitigé. The Legend of Zelda Skyward Sword. Skyward Sword m'a choqué en termes de scénario. C'est le scénario le plus dense de la saga. On a toutes les origines des jeux.
Et en plus de ça, bah, il démarre la chronologie Zelda, hein, histoire de why not. Mais ce qui m'a également le plus choqué, c'est son gameplay. Hein. Tantôt bien casse truc, et tantôt plutôt plaisant, vraiment plutôt plaisant. Alors quand je dis bien casse truc, c'est par rapport au fait que si tu utilises un Wii Motion Plus, bah ton Zelda il vaut plus grand chose. Mais par contre, si tu utilises une manette Wii Plus, donc tu sais avec le Wii Motion Plus intégré là, et ben là par contre l'expérience de jeu est pas du tout la même, il est beaucoup plus plaisant. Bon, toujours est-il qu'en termes d'exploration, c'est pas trop ça. Exploration, putain qu'est-ce que je raconte. Mais oui, ça reste un jeu très sympa, et pour moi, et ben, il mérite parfaitement sa place de numéro 3. Ensuite en deuxième position, bah, il y en a deux en fait, j'arrive pas à les départager, c'est Smash 4 et Smash Ultimate. Alors pourquoi ils m'ont choqué? Dites-vous que moi de base j'ai commencé Smash avec Brawl. J'ai été joué à Melee parce que je trouvais que Brawl était pas ouf. Et quand ils ont ressorti Smash 4, et bah j'ai eu l'impression de rejouer à Melee. Genre vraiment, Smash Brawl a un très bon mode histoire. En termes de jouabilité, une fois que tu as touché au saut de Smash, c'est juste une horreur. Et Smash 4 signe un retour à la jouabilité correcte entre guillemets des jeux Smash. Et voilà, c'est juste pas possible. Mais là où Ultimate a géré, c'est que justement Ultimate va sublimer ce qui a été fait dans Smash 4. Et du coup, et ben vraiment les deux, l'un excelle sur un point, l'autre excelle sur un autre. Vraiment, les jeux se complètent un peu entre guillemets, et c'est quelque chose qui fait que bah, pour moi ils sont au-dessus de Zelda Skyward Sword. Et croyez-moi, pour être au-dessus d'un Zelda, faut le vouloir. Mais quand même, ils sont pas au-dessus de mon numéro 1. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Le jeu qui pour moi m'a marqué ces dernières années. C'est le jeu tout court en fait. Breath of the Wild, c'est un retour aux sources. Dans les premiers Zelda, pour ceux qui ont vu vite fait les vidéos d'Iconoclast, eh ben, on savait rien du tout de ce qui s'était passé. Et bien que Breath of the Wild tende à être dans la toute fin de la chronologie Zelda, pas toujours été qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé avant. Genre vraiment, on n'en sait rien du tout. On en parle vite fait, on voit les conséquences, mais c'est tout. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est quelque chose qui me... Ça dépayse totalement le joueur. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce Zelda. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est mon numéro 1. Évidemment, petite mention honorable, on peut noter notamment tous les autres Zelda. Hein. Déjà, on peut tous les noter, tous les Zelda qui sont sortis après 2010, comme le Link Between Worlds ou Wind Waker HD, Twilight Princess HD. Hein, bien que Wind Waker et Twilight Princess, bah, ça soit plus par rapport à leur version de base que vraiment pour la version HD. Mais toujours est-il que tous les jeux Zelda m'ont marqué, et toujours est-il que les Mario Kart également m'ont pas mal marqué. Je prends énormément de kiff à jouer dessus, mais ces 5 là, c'est mes petits favoris. Quoi. Ensuite, que voulez-vous, je vais vous relaisser avec Phoenix, et puis je reviens vous parler après pour mon classement des films. Alors, je ne suis pas un grand amateur de séries, du coup, ça sera pas un top 5, mais un top 4. Et j'ai trop galéré, je ne regarde quasiment pas de séries. Ou alors, top 5, 5ème c'est Miraculous, parce que justement, ça remplace bien, ça prend bien le flambeau de Totally Spies, et ça a un univers vraiment intéressant. Ça part pas trop loin non plus, malgré que, on pourrait croire. 4ème place, Salvation. C'est Armageddon en série, assez sympathique. Il y a des enjeux, la série est bien écrite encore une fois. Et je vais beaucoup dire que c'est bien écrit quand même. C'est ouais. On est à cran, il y a beaucoup de retournements de situation. Voilà. 3ème place, Flynn Carson et les Nouveaux Aventuriers. Une série que j'adore. Je suis fan du libraire, les films, les 3 films. J'ai surtout vu le 2, je ne sais pas combien de fois. Et là, ils en ont fait une série et juste magistrale. La série est bien réalisée, bien écrite. Il y a une mythologie. Et fan de livres que je suis, voir les personnages de la littérature sortir dans notre monde, c'est juste... voilà. Cette série est une Madeleine de Proust. Mais pas assez à côté de la Madeleine de Proust de Netflix. Love, Death and Robots, qui est numéro 2 de ce classement. C'est une série qui nous fait réfléchir, philosophique, et j'en passe. C'est une série animée, mais vraiment sympathique.
Sérieusement, si vous avez du temps à perdre sur Netflix, regardez cette série. Mais vraiment, ça vous fait réfléchir sur la société. Surtout les épisodes sur les yaourts, les vrais savent. Et en première place, Gravity Falls. Ça, c'est ma série, peut-être ma série préférée quasiment toute l'année confondue. À un point que même Digimon, pour moi, est peut-être à égalité avec Gravity Falls. Gravity Falls, au début, je pensais que ça allait être une petite série amusante, on va dire. Puis voilà, une série de gags, un petit peu comme Sonic Boom. Voilà. Mais il y a une vraie profondeur à un moment qui s'installe. Il y a une continuité, il y a une mythologie qui se crée. Et ils ont fait un film pour conclure et juste. En plus, la musique est entraînante, enfin, beaucoup de bonnes choses dans cette série. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'elle soit finie. Vraiment. Allez, je vais laisser maintenant Zenokai parler de ces 5 séries qui l'ont marqué. Et voilà, je reviens pour embêter. Ah bah oui, hein, c'est pas drôle. Et bien maintenant on va parler de mon classement des séries. Hein, parce que oui, je sais plus ce que j'avais dit juste avant, mais il me semble que j'avais pas parlé des séries. Bref, mes 5 séries de ces 9 dernières années. Et bah là, j'ai oublié d'avance, il n'y aura pas de mention honorable. Bon, j'ai déjà galéré à essayer d'en trouver 5 qui m'ont plu. Alors, avoir des mentions honorables, clairement, c'est mort. Fairy Tail 2014 en numéro 5. Alors pourquoi Fairy Tail 2014? C'est pas une nouvelle série, hein, je vous le dis d'avance, c'est juste Fairy Tail après 2014. Après 2014, le manga est littéralement calqué en animé. Et contrairement à ce qu'on peut se dire dans ce genre de situation, bah non, l'animé sublime le manga, contrairement à avant 2014 justement. Et c'est ça qui fait que l'animé est pour moi devenu meilleur que le manga à partir de 2014. On a vraiment une retranscription de ce qu'on lit à l'écran. Et ça embellit tellement le truc que vous voyez la fin du manga Fairy Tail qui était sacrément brouillon. Et bah dans l'animé, ça passe. Mais genre vraiment nickel. C'est magnifique, on ressent bien les émotions, etc. Vraiment, excellent travail. Ensuite, la série Elementary en 4ème position. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Sherlock Holmes, je suis pas un grand fan. Genre vraiment, je suis fan du personnage lui-même, mais sans plus. Et dites-vous que les films avec Robert Downey Jr., bien que je sois très fan de l'acteur, m'ont pas forcément plu. Mais dans Elementary, c'est tout inverse. Le Sherlock Holmes incarné par Tommy Lee Miller est magistral, genre vraiment, je le kiffe. Ce Sherlock Holmes est ce qui est comme aurait dû être Sherlock Holmes en fait dans les films avec Robert Downey Jr. Mais quand même, voilà. Il reste quand même très bien implanté dans sa série et ça fait vraiment le perso vieillot dans l'époque moderne. Et qui en même temps est jeune, tu vois. Enfin, vraiment, le personnage de Sherlock est très complexe dans la série Elementary, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ensuite, en numéro 3, on a la série Charmed. Alors, Charmed, c'est une série qui était à la base sortie dans les années 80, 90, je sais plus. Qui s'est arrêtée début 2000. Et qui a été refaite, entre guillemets. Il y a eu un remake avec de nouvelles actrices aux États-Unis cette année ou l'année dernière. Et il faut dire que la série fonctionne quand même plutôt bien. Pour avoir vu vite fait les. Comment que ça s'appelle déjà? Oui, on va avoir vu les épisodes sur certaines chaînes de télé américaines, parce que oui, moi j'ai la télé américaine aussi. C'est quand même plutôt satisfaisant. La série est bien faite, c'est bien écrit. Et moi qui m'attendais à quelque chose qui aurait été juste brouillon, parce que je reste persuadé que Piper reste la seule vraie sorcière la plus puissante de la famille, et pour moi Prue est morte, alors ça c'est clair et net. Et là non, on a... en fait c'est bien amené, genre vraiment tout est bien amené, tout est bien retranscrit, on retrouve l'esprit de la première série mais en mieux avec des effets spéciaux mieux faits. Vraiment cette série m'a choqué, non pas par rapport à la série en elle-même qui est plutôt comme toutes les séries du genre, mais parce qu'elle a totalement déglingué mes espérances. Elle a dépassé mes espérances mais avec une force, clairement c'est assez sympa. Ensuite, on se retrouve avec Naruto Shippuden. Alors, Naruto Shippuden, comment dire, c'est une très très grande histoire d'amour, Naruto Shippuden. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié, j'ai grandi avec, etc. Mais il faut dire que les derniers épisodes de l'anime
sont sacrément kiffants. On a qu'on déteste la fin, et moi je l'ai adoré. Le combat Naruto versus Sasuke dans le plus grand des silences. Ah là là, je lui fais des bisous à celui qui a fait ça. Idem pour ce qui est de l'épique, tout simplement. On a un épique vraiment qu'on n'avait pas spécialement dans Shippuden avant et qu'on retrouve très fortement ici. Et un peu la Dragon Ball en fait. C'est ça qui m'a vraiment plu dans Naruto Shippuden sur la fin. Et qui fait qu'elle se hisse jusqu'à la 2e place de mon classement. Et la numéro 1, qui aurait pu être la seule en fait même, eh ben, c'est Lucifer, la série Lucifer dont la saison 5 n'est toujours pas sortie. Prenez bien votre temps, Netflix, hein, on vous attend pas. Et clairement, cette série, j'ai pas les mots, genre vraiment, j'ai pas les mots. Cette série, on nous fait voir le diable. Lucifer, faut savoir que c'est le diable. On nous fait voir le diable comme étant quelqu'un de bon, mais à la fois mauvais, mais qui agit pour le bien, mais qui en fait le bien, c'est parce que ça l'arrange derrière, sauf que ce qui l'arrange, c'est justement que les gens soient bien. Enfin, on sait pas trop où le mettre en fait, c'est un personnage très complexe, et vraiment très très bien écrit, et la série joue à mort là-dessus, vraiment, continuez là-dessus par contre, vraiment, cette série est juste magnifique. Alors comme je disais, j'ai pas de mention honorable par contre, hein. Je suis pas un grand amateur de séries. Peut-être Black Mirror, mais ouais, peut-être bien Black Mirror, mais sans plus. Bon allez, moi je vous laisse retourner avec Phoenix. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ma chaîne est dans la description si vous souhaitez aller voir. Hein. Excellent, hein. Petite pub gratos, voilà. Bon allez, je vous laisse. Ciao. Et ouais, t'as pas fini en fait, Zenokai. Il te reste encore tes attentes pour les années 2020, pour la décennie 2020. Mes 5 grosses attentes pour la décennie 2020, le film Sonic, que j'attends vraiment, avec impatience. Je vais le voir, ce film, savoir s'il est bien. Je suis fan de Sonic, et le voir en film. Ah. Ensuite, le film Digimon qui va sortir 9 jours après Sonic, justement, qui va conclure Digimon Adventure pour les 20 ans de Digimon Adventure. Il va mettre fin à la série, ça va être Digimon Last Evolution, ça veut tout dire. La série Zelda que j'attends avec impatience pour voir ce que ça va donner, non, parce que je rappelle l'ancienne série Zelda. Il y a aussi la série Darwin's Game qui sort début d'année 2020, donc je suis fan du manga, donc savoir que enfin ça va sortir en animé, je vais me mettre ça tout de suite. Il y a aussi le film Mario que j'ai envie de voir, vraiment. J'ai de l'espoir pour ce film. Voilà. Allez, maintenant, Zenokai, je te laisse dire les 5, tes attentes pour la décennie 2020. Alors oui, je reviens vous emmerder une petite dernière fois. Ah bah oui, je vous ai dit au revoir, mais en fait, c'était un très gros troll. Eh oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour 2020, j'ai pas beaucoup d'attentes, si ce n'est à Breath of the Wild 2, mais bon, on rêve un petit peu. Et peut-être une scène compétitive Smash Bros un petit peu plus ouverte, parce qu'actuellement, les endroits des tournois sont pas vraiment communiqués, et c'est assez chiant à aller chercher. Donc moi, je pense que c'est quand même bien de faire des petits tournois un peu plus un peu mineurs en fait, où tu rencontres 2-3 gros joueurs mais sans plus. Parce que comme ça tu progresses à trop vite, etc. Ça te démoralise pas dès le début. Donc vraiment, vraiment, pour Smash, faites des tournois un peu plus petits, un peu plus proches des gens, etc. Enfin, faites pas juste des gros trucs dans la capitale, c'est bien chiant ça. Ensuite, autre chose que j'attends pour 2020, c'est tout simplement un catalogue pour la Switch un petit peu plus développé, qui tourne pas que autour de Mario, Zelda, etc. Ils l'ont montré avec les jeux Dragon Ball notamment, ils savent faire autre chose avec la Switch. Faites autre chose avec la Switch. Ça peut être très bien, la console a beaucoup de potentiel. Et si vous pouvez réduire le prix, aussi accessoirement, ça peut être pas dégueu. Parce que 300 € la console, quand tu sais que les Joy-Con t'as changé même pas 2 mois après. Voilà quoi. Bref, moi c'est sur ce, je vous laisse pour de bon cette fois, je vous rassure. À très bientôt. Ciao.
Merci pour ta participation, Zenokai. Et du coup, je vous dis à bientôt et bonne fête de fin d'année.